Ferit Mazrou. Alors on passe tout de suite à la dernière communication, cette séance, sur les toxidermies médicamenteuses. On invite le docteur Florence Accard, qui est dermato-allergologue, immunologue au service de CHU Lyon Sud, c'est ça? Voilà, et qui est présidente de la Fédération anafocale internationale. Merci beaucoup. À toi. Merci beaucoup, Dr Maroun. Merci aux associations, au conseil scientifique, au président de m'avoir convié pour ces rencontres franco-tunisiennes. C'est un petit peu impressionnant pour moi, dermatologue, de vous parler des toxidermies face à des pneumologues. J'espère que je vais vous intéresser. J'ai mis des photos, j'espère que je ne vais pas vous dégoûter. Et c'est un très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc je vais vous parler des toxidermies médicamenteuses, diagnostic et prise en charge. Globalement, je vais essayer de faire un grand panorama de ce que c'est que ces toxidermies, les bénignes, les retardées, comment les mettre en évidence, quelle prise en charge pouvez-vous proposer en aigu, mais aussi en retardé pour les explorations. Donc je pense que vous la connaissez toute, cette classification de l'EACI. Nous, celles qui nous intéressent, ce sont toutes les hypersensibilités retardées, les types 4. Et quand on regarde de plus près, les types 4, elles ont été réparties en 3 groupes. Il y a la 4A-T1, avec les exanthèmes maculopapuleux, les nécrolyses épidermiques toxiques, où il va y avoir la sécrétion d'interférons, granzyme B, perforine. Il y a les types 4B T2 avec le DRESS, où là ce sera plus les éosinophiles, IL4, IL5, IL13, IL31. Et enfin les types 4C T3 avec les pustuloses exanthymatiques aiguës généralisées, où là il y a la sécrétion plutôt d'IL17, 22, 23. Donc ça montre tout le polymorphisme qu'il peut y avoir au sein des toxidermies et c'est expliqué du fait de ces sécrétions différentes. Donc le spectre des toxidermies est très vaste. Fort heureusement, ce qui est le plus fréquent, c'est ce qui est le moins sévère. Donc globalement, on a les érythèmes pigmentés fixes, le SDRIF, les exanthèmes maculopapuleux, qui sont les plus fréquents et les moins sévères. Et puis nous avons celles qui sont sévères avec les nécrolyses épidermiques toxiques comprenant le Lyell et le Steven Johnson, le DRESS et la pustulose exanthématique aiguë généralisée. Alors elles ont tout un point commun, ces toxidermies, c'est l'exanthème. Alors l'exanthème, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous allez retrouver le plus souvent. C'est rouge, c'est fixe. Ça s'efface à la vitropression. Alors auparavant, les dermatologues avaient toujours leur petite loupe qui leur permettait d'appuyer sur la peau des patients. Ça n'existe plus vraiment, ça. Mais en pratique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'exanthème, c'est quelque chose qui est aigu. Et on parlera d'énanthème quand c'est associé à une atteinte muqueuse. L'exanthème, donc voilà, c'est ça. J'espère que ça passe bien à l'écran. Ce sont donc une éruption rouge, brutale. C'est pas ça. L'exanthème, c'est pas ça. Ça, c'est les lésions d'urticaire, c'est mobile, c'est fugace, ça bouge. L'exanthème, c'est pas ça non plus. Ça, c'est un purpura, ça s'efface à la vitropression, donc ça n'est pas un exanthème. Et enfin, un exanthème, c'est pas ça non plus. Ça, ce sont des érythrodermies. Les érythrodermies impliquent un processus qui est chronique, qui dure depuis longtemps, et souvent, il y a une desquamation intense, et ça s'étend sur plus de 90% de la surface corporelle. Donc quand vous avez un patient qui devient tout rouge d'un coup, il y a des warnings à avoir. Qu'est-ce qu'il faut rechercher pour se dire je suis face à une toxidermie sévère? C'est la fièvre élevée, l'atteinte des muqueuses, l'œdème du visage, les polyadénopathies, décollement cutané, qui est le signe de Nikolsky, des douleurs cutanées, et il faut bien avoir en tête que les patients peuvent vous parler d'avoir mal à la peau, et les pustules. Donc tout ça, ce sont les signes qu'il faut que vous recherchiez qui va vous orienter vers de la toxidermie sévère. Au niveau biologique, l'éosinophilie, l'atteinte hépatique, l'atteinte rénale, ce sont des arguments en faveur d'une toxidermie grave. Alors si on retrace un petit peu, première toxidermie bénigne, cette jeune femme, ça fait 7 jours qu'elle est sous amoxicilline pour une angine bactérienne. Elle a une éruption diffuse, maculopapuleuse, il y a une petite fièvre. Et finalement, cette éruption a duré 8 jours et ça s'est terminé par une desquamation. Donc là, est-ce que j'ai un signe de gravité clinique? Je n'en trouve pas.
je suis face à une toxidermie bénigne. Donc on a l'exanthème maculopapuleux. Alors il peut se présenter sous deux formes, en fait c'est assez polymorphe. Soit il va y avoir une éruption qui est morbilliforme, où il y a la persistance d'intervalles de Posen, comme on peut le voir là, soit c'est scarlatiniforme, où là il n'y a pas d'intervalle de Posen, mais globalement, voilà, ça c'est un exanthème maculopapuleux. L'incidence est inconnue parce que c'est très fréquent. Le délai moyen entre l'initiation du traitement et la survenue des symptômes, c'est entre 4 et 14 jours. Il peut y avoir une fièvre, ça peut être prurigineux, ça débute habituellement dans les plis et puis ensuite ça s'étend et il peut s'y associer une hyperéosinophilie. L'atteinte viscérale peut se voir également et ça guérit en 1 à 3 semaines avec des squamations. C'est vrai que souvent je recommande à mes étudiants de bien prendre en compte cette desquamation qui peut être très informative. Donc voici d'autres éruptions, voilà, comme on peut le voir, ça peut atteindre le visage, ça atteint toute la surface corporelle. Là on a une éruption qui est morbilliforme puisqu'on a des intervalles de Posen. Et puis, on peut voir des patients un petit peu tardivement et voir ce début de desquamation que l'on retrouve habituellement. Un patient vient, quand il me raconte son histoire, j'étais partie pour de l'hypersensibilité non allergique tout à fait banale. Il me dit qu'il a eu des boutons qui sont apparus 2 heures après un scanner injecté, il n'y avait pas de signe associé. Il dit que globalement c'est parti en moins de 15 jours, non, pas de séquelles. Je lui avais fait les tests cutanés à lecture retardée qui étaient négatifs, et puis évidemment donc j'étais face à une toxidermie qui n'était pas sévère. Mes tests sont négatifs, je lui redonne. Je lui fais tout mon petit laïus, vous inquiétez pas, c'est pas allergique, ça arrive avec les produits de contraste. Et puis quelques heures plus tard, il me rappelle, il me dit, c'est marrant docteur, j'ai à nouveau l'éruption, et c'est marrant, c'est exactement au même endroit que la dernière fois. Et donc là, je pense que vous avez tous fait le diagnostic d'érythème pigmenté fixe. Et donc, comme je racontais hier durant l'atelier, sur les peaux blanches, la pigmentation n'est pas forcément visible. L'érythème pigmenté fixe a été décrit chez les populations asiatiques, où en post-inflammatoire ça pigmente. Chez les peaux blanches, ça ne pigmente pas forcément. Donc moi je m'étais fait avoir sur ça. Donc l'érythème pigmenté fixe, il est bénin tant qu'il ne bulle pas. On a ces plaques arrondies, ovalaires, à contour bien limité. C'est une toxidermie qui est très caractéristique. Habituellement, ça touche le tronc, les muqueuses au niveau des organes génitaux, et donc ça peut être bulleux. Et ça évolue vers cette pigmentation séquelaire qui est assez caractéristique, où le paracétamol et les AINS sont le plus souvent les médicaments imputables. Donc la physiopathologie est assez intéressante parce qu'il y a des lymphocytes T CD8 qui vont se loger dans la peau, mais que à certaines zones. Et ces lymphocytes T résidents mémoire vont se réactiver dès qu'on réexposera le patient, et ça ne réactivera que sur cette zone-là. Et ça explique pourquoi, quand j'ai fait mes tests, j'étais pas sur une plaque, donc c'est pour ça que ça n'avait rien réactivé. Donc voici des lésions qu'on a sur la peau. On peut avoir une atteinte des muqueuses également. Les photos sont souvent très intéressantes parce que quand on prend en photo plusieurs épisodes, on se rend compte que c'est toujours sur les mêmes zones. Et puis à partir du moment où ça bulle, ça peut être extrêmement sévère, comme on peut le voir avec cette patiente-là, qui a eu ce qu'on appelle une sorte de pseudo-laïeul, où l'érythème pigmenté fixe a été diffus avec un décollement très important. Enfin, on a le SDRIF, Symmetrical Drug Related Intertriginous and Flexural Exanthema. Auparavant, on appelait ça le syndrome babouin. On comprend aisément pourquoi la comparaison a été faite quand on regarde ces deux photos. Cette toxidermie arrive rapidement. Ce sont des placards qui touchent les plis. C'est symétrique. On peut avoir une lymphopénie associée. Il n'y a aucun signe de sévérité. Et pour avoir le critère, en fait, pour avoir le diagnostic, on doit remplir les 5 critères que l'on retrouve aisément. Cela doit être une toxidermie bénigne, il faut malgré tout contre-indiquer les médicaments et ne pas les réexposer. On ne sait jamais très bien si, quand on a une toxidermie bénigne, si on se réexpose à l'allergène, est-ce qu'il ne va pas y avoir un continuum. On a vu quelques exanthèmes maculopapuleux qui sont devenus des dresses à force d'exposition. Donc, même si c'est une toxidermie bénigne, on contre-indique. Et puis je passe au sévère.
avec ce jeune homme qui est l'entrée du vendredi soir, qui a une éruption cutanée maculopapuleuse, prurigineuse, très diffuse. Il a une altération de son état général, il est fébrile à 39, il a des adénopathies diffuses et il me dit « je me sens gonflé du visage ». Donc là, évidemment, biologie en urgence, bam, 1,65 d'hyperéosinophilie, une créatinine à 107, alors qu'habituellement, il a plutôt une bonne fonction rénale. Il a une cytolyse hépatique, il y a des lymphocytes activés sur le sang. Donc voici l'éruption, et je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais dans ce type d'éruption, l'éruption est très intense, très inflammatoire, limite un peu pré-nécrotique en fait, comme on peut voir, l'inflammation est vraiment très très importante. Donc, si je reprends mes petits warnings, est-ce que j'ai des signes de gravité? Ouais, j'en ai quand même 3. Donc, je suis face à une toxidermie grave. Alors, je pense que vous avez probablement votre diagnostic en tête. Pour vous aider, savoir en fait si c'est possible, probable, certain, vous avez le score Régis-Card, ou appelé aussi le score de Cardone, parce que c'est elle qui l'a décrit. Le score de Cardone vous permet en fait de voir si vous êtes face à un DRESS possible, probable ou certain en comptabilisant. Et donc chez ce patient, on remplissait quand même beaucoup de critères. C'est habituellement un score qui est fait plutôt en retardé, en fait, une fois que le patient a été pris en charge. Mais quand vous le faites en aigu, ça peut déjà vous donner des petites pistes. Donc le DRESS, il a cette particularité d'arriver quand même tardivement par rapport à l'initiation du traitement. Alors, dans certains livres, on voit que ça peut arriver jusqu'à 3 mois après l'initiation du traitement. C'est quand même un petit peu long. Ce qu'on le retrouve, c'est 2 à 6 semaines, globalement. Il y a des prodromes, et ces prodromes, c'est le J0. Donc, et c'est souvent ce qui se passe, c'est que les patients disent qu'ils se sont sentis un peu fébriles, qu'ils avaient une pharyngite, qu'ils se sentaient pas très bien. Et donc, dans ces cas-là, on initie par exemple de l'amoxicilline, et les gens se disent « Ah bah ça doit être l'amoxicilline parce que 48 heures après l'initiation de l'amoxicilline, il a commencé à avoir l'éruption et à avoir tout le reste. » Et ben non, les prodromes, c'est ceux qui étaient 48 heures avant l'initiation de l'amoxicilline, et finalement, c'était le scanner qu'il avait passé la semaine qui précédait, par exemple. Donc, faites attention, on peut se faire avoir, bien prendre en compte les prodromes. Donc c'est un exanthème polymorphe qui atteint une grande partie de la surface corporelle habituellement, et on a cet empâtement du visage. C'est pas les angioëdèmes qu'on retrouve dans les urticaires, hein. C'est vraiment en fait un gonflement diffus du visage. Et puis au niveau biologique, on a l'hyperéosinophilie, la fonction rénale, les fonctions viscérales qui sont abîmées, des lymphocytes activés, on peut avoir un syndrome d'activation macrophagique et une réactivation virale. Les atteintes viscérales, habituellement, c'est le foie et le rein qui sont touchés, mais ne pas négliger les atteintes cardiaques, les atteintes pulmonaires, les atteintes de thyroïde, etc. L'évolution, elle est sévère, on peut aller jusqu'à 10% de mortalité, et surtout, c'est que les DRESS c'est comme le lait sur le feu, il faut continuer de le surveiller même à distance de l'épisode, parce que même après plusieurs mois où on a l'impression qu'on a passé la phase aiguë, il peut redécompenser, et on a vu des patients avoir le besoin de greffe hépatique pour des hépatites fulminantes qui apparaissaient après la diminution de corticoïdes. Et puis on peut avoir aussi des manifestations d'auto-immunité. C'est pour ça que le DRESS est une toxidermie passionnante, mais pas encore totalement comprise. Beaucoup de médicaments sont imputables, notamment les antiépileptiques. Et la physiopathologie est discutée. En fait, on imagine un orage immunologique important avec ses réactivations virales. Il y a aussi ses prédispositions génétiques. C'est d'une complexité passionnante. Dans les autres toxidermies, nous avons cette femme qui était persuadée que c'était l'orange pas bonne qu'elle avait mangée, qui lui avait donné cette éruption avec décollement cutané, et évidemment l'allopurinol qui n'était pas mis pour la bonne indication en plus, 10 jours au préalable, était à l'origine donc de cette éruption, d'une kéylite, d'une altération de l'état général, et puis le décollement qu'on a pu le voir. Donc là, on est face à des signes de gravité importants. On est face à une toxidermie grave, et donc le fameux signe de Nikolsky, c'est on met le doigt sur la peau, et la peau, l'épiderme part avec notre doigt. C'est ce qu'on appelle le Nikolsky.
Donc, les nécrolyses épidermiques toxiques, ce sont une des toxidermies les plus graves, avec un taux de mortalité important. Ça arrive entre 4 à 28 jours après l'initiation du traitement. Et là encore, on a des prodromes avec ce syndrome grippal. On a systématiquement une atteinte de muqueuse. Au moins 2 sites sont souvent atteints. Et puis, initialement, on peut avoir des lésions un peu en pseudococarde, comme on peut le voir là. Les cocardes sont comme des cibles. Et bien là, les pseudococardes sont des cibles un peu tronquées. Stevens-Johnson, c'est quand il y a moins de 10% de la surface corporelle atteinte. L'AIOL, c'est plus de 30% de décollement. Entre les deux, c'est un chevauchement. Mais bon, la frontière est toujours très limite. On a une lymphopénie fréquente avec des troubles hydroélectrolytiques et puis on peut avoir des atteintes viscérales. Donc voici des exemples. Là, c'est un Stevens-Johnson avec l'atteinte des muqueuses. Et puis là, on a un LAIEL où on a vraiment plusieurs sites des muqueuses atteintes avec le décollement très important. Donc l'évolution, la mortalité, elle est importante dans les premières semaines de l'épisode aigu, mais on a aussi une mortalité à distance à cause de toutes les complications qui peuvent découler. Et c'est pour ça que c'est une prise en charge vraiment très spécifique. Nous, nos patients sont transférés dans les centres de grands brûlés pour qu'on évite justement ces complications qui peuvent être oculaires, gynéco, psychologiques, etc. Donc, nombreux médicaments imputables. Et puis là encore, on peut avoir des prédispositions génétiques. Et en l'occurrence, en France, on recommande la recherche de certains HLA en fonction de certains médicaments qu'on va initier. On est dans de la prévention et c'est ce qui est plutôt bien. Donc, voici encore des atteintes de muqueuse. Et enfin, la dernière toxidermie de cette femme qui a une éruption qui a démarré dans les plis avec plein de micropustulettes. Ces micropustulettes sont évidemment aseptiques. C'est arrivé rapidement, 24 heures après de la pristinamycine pour une bronchite, et il s'est associé une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. J'ai mes warnings, j'ai de la fièvre, j'ai des pustules, je suis face à une toxidermie grave qui est la pustulose exanthématique aiguë généralisée. Sa particularité, c'est qu'elle arrive vite. En quelques heures, ça peut apparaître. Les patients sont très altérés. Moi j'avançais bien. Et c'est bizarre. Excusez-moi, ça ne passe pas à l'écran. Moi, je me disais, j'entends du brouhaha, ça y est, j'ai dépassé mon temps, il faut que je me dépêche. C'est tout bon. Donc, alors, je vous montre les pustules. D'ailleurs, attention, parce que vos patients vous parleront de pustules. Faites-leur bien préciser, en fait. Ils vont vous parler de bulles pour parler d'urticaire, ils vont vous parler de pustules pour vous parler d'autre chose. Donc, faites bien préciser pour vous c'est quoi une pustule. Et donc, si vous dites c'est comme les boutons d'acné où il y a du pus à l'intérieur, là, vous dites on est bien face à des pustules. Donc, la pustulose exanthématique aiguë généralisée, comme je vous expliquais, ça peut arriver très vite. Et la guérison est quand même rapide, avec une desquamation diffuse suite après que ces petites pustules se soient rompues. Alors, quelle est la prise en charge en phase aiguë ? La principale chose à faire, c'est vérifier justement tous ces signes de gravité. Donc, voici une prise de sang typique, NFS, bilan hépatique, fonction rénale. Les PCR, HHV6, 8, EBV-CMV et les sérologies. Donc ça, c'est vraiment la biologie de base. Dans la mesure du possible, faites toujours une biopsie parce qu'on peut avoir des érythèmes pigmentés fixes qui sont bulleux et donc on a l'impression que c'est des Stevens-Johnson. On peut, on peut avoir des DRESS PEAG qui sont des formes un peu frontières et là, la biopsie peut nous aider. Et puis évidemment, vous rattachez à la clinique et n'hésitez pas à faire radio des poumons, échographie cardiaque en fonction de l'atteinte que vous y voyez. Et puis évidemment, on arrête le médicament suspect.
Alors, concernant la prise en charge en phase aiguë, je vous encourage à consulter les PNDS. En fait, ce sont des prises en charge très protocolisées qui ont été rédigées par des groupes de travail à la Société française de dermato. Donc, pour le LAIEL, ça a été révisé en 2023 et pour le DRESS, ça a été fait en 2024. Ces PNDS sont très complets et touchent autant les médecins généralistes quand ils ont leurs patients en cabinet que pour les médecins spécialisés en hospitalisation. Donc vous avez en fait des règles de bonne pratique qui vous orientent justement sur la bonne prise en charge. Pour la prise en charge en aiguë, les toxidermies bénignes, ce sont les dermocorticoïdes. En fait, on voit beaucoup de patients qui ont des corticoïdes oraux. C'est pas le but en fait. Le but, c'est vraiment de casser l'inflammation dans la peau. Et donc avec des dermocorticoïdes puissants comme la bétaméthasone, voire le clobétasol. Concernant les pustuloses exanthématiques aiguës généralisées, également les dermocorticoïdes peuvent être intéressants. Il y a des études en cours sur les anti-IL-17 ou les anti-IL-36. Concernant le DRESS, pour le coup, les dermocorticoïdes n'ont pas forcément montré un apport bénéfique. Si vous avez des critères vraiment très importants de gravité, là c'est la corticothérapie générale. Bien évidemment, là c'est quelque chose qu'il faut manier avec précaution parce que si vous diminuez trop tôt la corticothérapie générale, vous risquez d'exposer votre patient à des récidives. Les anti-IL-5 sont en cours d'évaluation pour le DRESS. Et enfin, concernant les nécrolyses épidermiques toxiques, c'est évidemment des soins de support dans des services spécialisés, des grands brûlés. Et pour l'instant, il n'y a aucun traitement qui a fait sa preuve d'efficacité. Et puis, des articles tout récents sont sortis sur les JAK inhibiteurs. Peut-être que ça pourrait être des molécules qui nous aideraient. Concernant l'exploration, je vous invite à consulter cet article qui a été rédigé par Annick Barbeau, qui est publié dans Allergy 2024. En fait, c'est l'EACI qui propose de stratifier le risque des hypersensibilités aux médicaments. Et donc, nous, globalement, on est soit devant des réactions retardées non sévères, soit on est face à des réactions retardées sévères. Et voici pour les prises en charge. Donc, pour les prises en charge, quand on est face à quelque chose qui est bénin, on attend 6 semaines minimum après la réaction. Le temps que, en fait, après la réaction, c'est une fois que l'exanthème est totalement parti, à ce moment-là, vous comptez 6 semaines. Donc, ne vous pressez pas pour faire les tests. Vous pouvez avoir des tests faussement négatifs et ce serait dommage. Vous pouvez faire d'emblée des patchs et les IDR. Ça augmente la sensibilité et la spécificité de vos tests. Moi, j'ai vu des patchs positifs avec des IDR négatives, mais je vois souvent des patchs négatifs avec des IDR positives. Donc, n'hésitez pas à associer les deux. Ça augmente justement vos chances de pouvoir trouver un test positif. Globalement, vous le faites souvent dans le dos, ce qui est le plus pratique. N'oubliez pas que dans les érythèmes pigmentés fixes, il faut bien les localiser sur les anciennes lésions. Et dans les érythèmes pigmentés fixes, vous pouvez aussi vous aider de tests d'application répétés où vous utilisez la solution utilisée pour les patchs, vous la donnez à votre patient, vous la faites faire en pharmacie en ville et 2 fois par jour, il applique sur une des plaques. Et si au bout de 15 jours, il ne s'est rien passé, eh bien, vous pouvez faire le test de provocation. Dans les toxidermies bénignes, on peut se lancer sur des tests de provocation si nos tests sont négatifs. En revanche, dans les toxidermies sévères, il faut y aller avec beaucoup plus de précautions. Notamment, on attend bien plus de 6 mois après la fin de la réaction. On démarre par des patchs. Et si les patchs à 48-72 heures sont négatifs, à ce moment-là, on fait les IDR. Et tout ça, ça se fait en milieu spécialisé parce que le risque de réactivation de la toxidermie n'est pas nul. Et un test négatif n'enlève pas définitivement l'allergie. Donc, si vous avez un test négatif pour une toxidermie sévère, le test de réintroduction, vaut mieux pas le faire. Sauf si vous êtes en réunion de concertation pluridisciplinaire et qu'on se retrouve face à un problème, mais ne prenez pas la décision seule, c'est un conseil.
Donc en conclusion, on repère quel type de toxidermie c'est. Donc bien avoir en tête ces différentes sémiologies auxquelles on peut être confronté, rechercher les atteintes muqueuses, évaluer la surface cutanée atteinte, et surtout avec l'ère des téléphones qu'on a tous maintenant avec nous et qui prend de belles photos. C'est vrai que quand les patients nous montrent leurs photos, on se dit ah mais là c'est juste une urticaire, ou ah ben non là c'était bien un exanthème maculopapuleux. Rechercher les signes de gravité, l'extension, la fièvre, les ganglions, l'hépatosplénomégalie, l'état général altéré, l'érosion, bulle d'écollement, le Nikolsky, le purpura, l'œdème, et j'ai oublié de mettre la douleur cutanée. Et puis bien proposer cette prise en charge adaptée en aigu et à distance que vous adaptez en fonction de la gravité. Et je terminerai en remerciant donc toute l'équipe d'allergologie et immunologie clinique de Lyon Sud, avec mes mentors, le professeur Nicolas et le professeur Bérard, le professeur Nussbaum qui, elle, est très impliquée dans l'eczéma, et puis nous avons le docteur Tauber qui est une nouvelle recrue qui est déjà là depuis plus de 2 ans, mais qui est la spécialiste des toxidermies dans notre service, donc peut-être qu'un jour elle viendra vous parler à ma place. Je vous remercie. Merci Florence pour cette belle communication. Bon tour d'horizon sur les toxidermies. Alors s'il y a des questions dans la salle, 2 questions parce qu'on est un peu en retard. Merci, je te félicite Florence pour la clarté de votre exposé. Et ma question c'est par rapport aux EPF. Est-ce que vous avez vu des EPF muqueux isolés? Et auquel cas, comment peut-on faire le diagnostic? Oui, c'est une très bonne question. On en a eu. On en a eu uniquement sur les organes génitaux externes. Donc, je me souviendrai toujours d'une infirmière à qui on lui avait demandé de poser des tests et qui disait non, je refuse. Donc ça peut arriver. Et comment on fait le diagnostic? Évidemment, c'est plus complexe quand on a une atteinte qu'au niveau de la bouche. Notamment, je pense à un patient qui lui avait une allergie à la quinine. Il prenait des gin toniques et chaque fois qu'il prenait son petit apéritif, il avait des lésions buccales. Et c'est les photos qui nous ont permis de voir que c'était toujours au même endroit. Et là, pour le coup, on lui a fait un test d'application répété sur la bouche, en fait. Donc, en fait, le road test peut avoir son intérêt dans ces localisations. Merci. Il y a quelqu'un dans la salle? Alors moi j'ai une petite question. Quelqu'un qui fait un exanthème bénin dans son enfance, est-ce qu'avec le temps, avec l'âge, il y a une perte de la sensibilité? Alors, on dit que non. À partir du moment où on a nos lymphocytes T qui ont été développés, ils résident dans la peau et ils résident dans la peau toute la vie. Autant dans les hypersensibilités immédiates, on a besoin de réactiver nos IgE ont tendance un petit peu à oublier. On a besoin de les restimuler pour mettre en évidence l'allergie. Autant dans les toxidermies, une fois qu'on les a à vie. Et c'est en ça où il faut... en fait, il y a quand même quelques exanthèmes maculopapuleux de patients. En fait, j'ai beaucoup en tête des patients qui sont traités pour des angines, mais virales, qui malgré tout, on leur donne de l'amoxicilline, qui font l'éruption. Donc, on met ça sur le compte de l'éruption, le virus, et qui, à l'âge adulte, on leur donne à nouveau de l'amoxicilline et qui, là, développent véritablement un DRESS. En fait, j'ai une dizaine de patients en tête où c'est vraiment ça. J'ai eu une angine virale, on m'a donné des antibiotiques, j'ai eu une éruption sans gravité, on m'a redonné, j'ai fait un DRESS. D'accord, merci. Ouais. Je crois encore une question. S'il vous plaît, micro. Bonjour Florence. Pour les érythèmes pigmentés fixes aux anti-inflammatoires, si on a fait une réaction à la famille, j'ai vu que c'était surtout les oxycabes qui font le plus. Est-ce qu'on peut prendre les anticox 2 par exemple ou pas? Après les avoir testés. C'est vrai qu'on ne sait jamais, les réactions croisées au niveau des INS, c'est un peu complexe, on ne sait pas très bien. Mais oui, ça vaut le coup de lui tester les alternatives et de faire un test de réintroduction. Tout à fait. Merci encore Florence pour ta très belle présentation. Je remercie les 3 conférenciers et je vous invite à rester sur place parce qu'on va enchaîner directement par le symposium de Boehringer avec un thème très intéressant,
la fibrose pulmonaire idiopathique update en 2025 et on cède la place à la modératrice de séance, Dr Basma Bahri.